que l'on m'entend bien? Alors nous allons reprendre. Et vous pouvez maintenant prendre la parole. C'est le professeur Apichans qui nous fera le premier commentaire. Est-ce qu'on peut lui donner le microphone, s'il vous plaît? Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai un bref commentaire à faire plutôt que de poser une question. Lorsque j'ai travaillé au tribunal, j'avais tendance à dire en tant que juge que je suis tenu par la question de prudence judiciaire. Et en tant que professeur, je peux être responsable et je vais parler maintenant en tant que professeur et parler très ouvertement. Nous avons entendu des commentaires extrêmement fructueux de la part de collègues à caractère très technique. Et je souhaite parler pendant 2 minutes simplement sur la manière dont nous percevions le problème à l'époque, en 1993. Et je commencerai par dire que j'estime que le règlement de procédure et de preuve qui a été rédigé à l'époque et qui a évolué depuis, eh bien, que ce règlement constitue un des 2 ou 3 ou 4, 1 ou 2 ou 3 éléments phares en ce qui concerne les réalisations de ce tribunal. Le problème, c'est que lorsque nous nous sommes réunis à l'époque, c'était un très bon mélange. Et il y avait des juges qui avaient beaucoup d'expérience à l'époque. À l'exception de 2 ou 3 juges, ils n'avaient pas d'expérience sur le plan international. Donc c'était d'excellents juges. Nous avions Claude Jourdan, qui était notre procureur, et il y avait 2 professeurs de droit international. C'était Lino et moi-même. Et donc, c'était un bon mélange. Mais le défi qui se posait à nous, par rapport à ce qui existait alors, eh bien, à Nuremberg, il y a 2 pages et 3 lignes, 12 articles. En français, je dirais qu'il était extrêmement lacunaire. Et le dernier article, l'article 12, dit que les juges pouvaient improviser une solution s'ils n'en trouvent pas. Et donc, voilà le seuil à partir duquel, ou qui nous a servi de point de départ. Et notre tâche, et en tout cas c'est ainsi que je l'ai senti à l'époque, et je crois que mes collègues ont pensé de même. En fait, c'est ce qui a été évoqué sur les 2 systèmes aujourd'hui, et sur la manière justement de mélanger ces 2 systèmes. Et chaque système a sa logique inhérente interne. On ne peut pas simplement prendre un élément et le sortir de son contexte. Par exemple, une voiture, vous ne pouvez pas la placer dans un avion. Et donc la synthèse n'était pas chose très aisée. Le deuxième point, dans l'intervalle, nous avions le Code des droits de l'homme, qui est beaucoup plus strict, et qui a été développé au sein des Nations Unies. Et troisième point, qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent, eh bien tout ceci doit être intégré à un environnement international. Et je me souviens que les procédures pénales, le procédure pénale relève du droit interne et doit être adapté à un environnement international. Et j'ai dit à mes collègues, 2 d'entre eux, les 2 femmes, je ne me souviens pas si elles s'en souviennent. Nous sommes comme des astronautes. Il faut pouvoir évoluer lorsque il n'y a pas de gravité et essayer de comprendre ces concepts qui sont intégrés à des systèmes juridiques très complexes et si ceci peut être adapté à l'environnement international. C'est la raison pour laquelle nous avons pris 8 mois pour élaborer ce règlement. Moi, j'étais le rapporteur à l'époque de ce comité chargé de la rédaction du règlement et
Dans une certaine mesure, nous avons fait un grand travail qui ressemblait à une tapisserie. Nous sommes allés un peu plus loin dans un sens, un peu plus loin dans un autre, mais il s'agissait dans ce cas d'ajustements marginaux. Et je crois que ceci restera. Ce qui a été accompli restera. C'est quelque chose de très important parce que la crédibilité d'un tribunal consiste à dire que le tribunal fonctionne correctement et qui respecte son règlement. Alors je vais maintenant vous parler d'une anecdote qui est les 15 rounds évoqués par Gabi contre Lino. En réalité, il y avait 3 mousquetaires, Claude Jordan, Lino et moi-même, relevant du droit romano-germanique. Et nous insistions sur le fait qu'il n'y ait pas de procès par contumace. Et après l'article 61 qui n'a pas été évoqué, l'article 61, eh bien, qu'est-ce que c'était? C'était la confirmation des actes d'accusation. Autrement dit, si l'accusé ne pouvait pas être déféré devant le tribunal, les éléments de preuve préparés contre lui pouvaient être présentés de façon officielle, pouvaient être contestés également, ou en tout cas ces éléments de preuve pouvaient être présentés officiellement et ensuite ceci pouvait être confirmé par la suite. Ceci a été fait, je crois, dans le cas de Milosevic ou Karadzic. Et donc, c'était une façon de montrer ce qu'avait accompli le tribunal pour faire avancer les poursuites. Mais je crois que cet article 61 a disparu par la suite, a été abandonné parce que les juges ont changé, ont été remplacés par d'autres. Et donc, je dis une nouvelle fois que ce qui a été fait en matière de procédure est quelque chose qui est extrêmement important et ceci restera et sera retenu. Je crois qu'il s'agit là d'une des grandes réalisations du TPY. Merci. Thank you very much. Le président, je vous remercie beaucoup, monsieur le professeur, pour cette perspective historique que vous nous avez dessinée et pour avoir insisté sur le règlement de procédure et de preuve dans le contexte dans lequel ce règlement est appliqué, à savoir au niveau international. Madame le juge McDonald souhaite faire un commentaire. Je souhaitais rappeler à Georges qu'effectivement que nous étions préoccupés sur l'élaboration d'un règlement qui pourrait être le reflet de son caractère international. Vous vous souviendrez que les États-Unis, qui n'ont pas de procédure particulièrement relevant du droit romano-germanique, avait remis à l'époque une proposition extrêmement exhaustive sur le règlement de procédure et de preuve. Ceci a servi de modèle lorsque nous avons rédigé le règlement, de façon à ne pas devoir rédiger ou créer ces règles à partir de rien. Et ce que nous avons fait, nous avons apporté quelques modifications. Et donc ceci émanait des Nations Unies et des avocats des États-Unis. J'ai travaillé avec les représentants du département d'État et du département de justice américain. Et c'est quelque chose que je n'ai pas précisé en réalité. C'est un effort considérable qui a été le nôtre. Il fallait que ceci soit conforme au conflit en question. C'est la raison pour laquelle nous avons établi des règles aussi détaillées, aussi précises lorsqu'il y avait des cas de sévices sexuels. Et tous les juges n'étaient pas d'accord avec le caractère très précis et des critères très élevés que nous avons intégrés. Mais c'est quelque chose que nous avons fait et c'était dû au caractère même, la nature même du conflit. Et l'article 61 que vous avez évoqué, en réalité, il était rédigé par M. le juge Stephen, qui venait d'Australie, l'ancien gouverneur général, et qui a siégé dans la chambre Tadic. Et là, vous avez un avocat qui vient de la common law et qui tente, en tout cas, de proposer quelque chose qui permet de montrer à la communauté internationale quels sont les éléments de preuve présentés, même si nous ne pouvions pas commencer les procès avant
qui est lié de coopération avec les forces multinationales. Et donc il s'agissait là de quelque chose d'assez inhabituel. Il y avait 5 avocats du système romano-germanique, 5 juges, un du common law et un juge de Chine qui est un système mixte. Je souhaite simplement rappeler aux participants que l'article que vient de citer Madame Juge McDonald est l'article 96, l'illustration du critère très élevé retenu et la corroboration des témoignages des victimes dans le cas de sévices sexuels. Il y a évidemment 2 ou 3 autres alinéas. Au point 1, la corroboration du témoignage de la victime par des témoins n'est pas requise et donc tout à fait recommandable. Y a-t-il d'autres questions? Oui, il y en avait plusieurs. Veuillez vous présenter simplement. Jane Ken, Chambre d'appel, Cour spéciale de Sierra Leone et président de ce tribunal. Je trouve que ce sujet est extrêmement intéressant, à savoir l'interaction entre les procédures du common law et du droit romano-germanique. Lorsque j'ai été nommé président de ce tribunal en 2002, il y avait des collègues qui venaient de systèmes du common law et d'autres systèmes du droit romano-germanique. Et en termes tout à fait pratiques, nous avons mis un certain temps pour nous comprendre et comprendre les différentes approches, à savoir l'appréciation des éléments de preuve. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé ce thème aujourd'hui particulièrement intéressant. Cela étant dit, je crois que le professeur Kress a évoqué la question des victimes. Je sais que pour ce qui est du tribunal spécial de Sierra Leone, il n'y a pas de disposition particulière pour les victimes en tant que telles. Les victimes qui ont souffert aux mains des accusés, et en particulier les accusés qui ont été condamnés des pires atrocités qui ont été commises lors de cette guerre civile au Sierra Leone. Il n'existe pas de telle disposition. Il n'y a pas de compensation pour les victimes. Il n'y a pas de fonds qui permettrait de compenser les victimes. Et je sais qu'un tel fonds n'existe pas non plus au TPY. Le statut de Rome, me semble-t-il, a établi un fonds, une fiducie pour les victimes de ce tribunal pénal. Et je souhaite entendre les juges sur cette question. La justice ne consiste pas à juger et condamner les accusés. Je crois que la justice devrait tenir compte des victimes qui ont souffert aux mains des personnes qui ont été condamnées. Et il me semble que nous n'avons pas prêté suffisamment attention à ces victimes. Merci. Et vous, si vous m'aviez entendu hier, eh bien, moi, j'ai prôné une aide aux victimes du conflit yougoslave depuis un certain nombre d'années. J'ai déjà, et je regrette beaucoup que la communauté internationale n'ait pas proposé quelque chose jusqu'à ce jour pour soutenir cette démarche. Je crois néanmoins que nous avons fait le premier pas. L'organisation internationale chargée de la migration à Genève a soulevé des fonds. Ce qui est remarquable, c'est qu'il permet d'évaluer les besoins des victimes en ex-Yougoslavie. Et je crois que si ceci a lieu, ceci permettra d'établir une norme qui sera suivie par d'autres, le tribunal spécial du Sierra Leone ainsi que d'autres instances judiciaires. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Il faut absolument tenir compte des victimes lorsque la justice est rendue au niveau international. Lorsqu'un jugement est rendu, cela n'est pas suffisant. En tant que tel, il doit y avoir plus que cela. Et lorsque je dis plus que cela, cela veut dire donner une aide ou en tout cas reconnaître le sort des victimes. Il ne s'agit pas forcément de donner de l'argent aux victimes. Les victimes souhaitent qu'il y ait reconnaissance de leur souffrance. Et c'est quelque chose qui peut être fait de différentes façons.
outre le fait de remettre de l'argent, il y a des projets communautaires qui peuvent être développés pour les victimes ou à l'intention des victimes. Il y a beaucoup d'autres moyens qui permettent aux victimes d'avoir ce type de reconnaissance. Monsieur le juge, alors juste un bref commentaire. Je suis tout à fait d'accord avec le juge Wilson. Il faut prêter attention aux victimes. En même temps, la question se pose en termes de la portée de ces procès, à savoir si ceci doit être fait dans le cadre d'un procès pénal ou non. Et je veux dire que je suis très pragmatique sur ce point. Lorsque j'ai travaillé pour le tribunal du Cambodge, qui est principalement qui découle du système français, j'ai parlé aux juges du sort des victimes qui ont leur place dans les procès dans ce tribunal-là. Et je leur ai demandé si chaque victime individuelle avait le droit de faire valoir ses prétentions devant les chambres extraordinaires. Oui, tout à fait, cela s'inscrit dans le texte des lois. Alors, je leur ai dit, alors, estimons combien de victimes y a-t-il? Un millier environ, il y en a beaucoup plus, bien sûr. Et chaque victime est en droit de le faire. Et ensuite, j'aurais demandé combien de places y a-t-il dans la galerie du public? Et est-ce que vous souhaitez donner le droit à la parole à ces victimes? Bien sûr, ces victimes sont en droit de prendre la parole. Donc, 5 minutes par victime, 5 multiplié par 5 000. Voilà, donc je crois qu'il faut être réaliste. Une des pires choses qui puissent arriver aux victimes, c'est de leur donner des droits sur le papier et de ne pas vraiment s'en préoccuper par ailleurs et de ne pas prendre des mesures concrètes pour leur venir en aide. En tout cas, c'est mon avis. Je vous remercie beaucoup, Madame le juge. McDonald, ensuite nous avons une autre question de l'auditoire. Alors pour ce qui est de la compensation des victimes, rapidement, il y a certaines personnes qui ont indiqué que ceci n'a pas sa place dans un tribunal et même dans un tribunal international, car ceci va à l'encontre des objectifs de ce tribunal. Il s'agit simplement de juger une personne et de savoir si cette personne est coupable ou non. Mais on oublie que le mandat du TPY ainsi que d'autres tribunaux, un des mandats était justement d'assurer la paix et la sécurité dans le monde. Et ceci ne peut pas être fait si on ne tient pas compte des victimes, qui bien sûr signifie qu'il y a compensation sous une forme ou sous une autre, même si elle n'est pas financière, une forme de reconnaissance en tout cas. Le tribunal spécial du Sierra Leone, chambre de première instance numéro 2. Je souhaitais en fait revenir sur la question parce que nous avons parlé d'équité. Et toutes ces procédures sont-elles régies par l'équité, parce que l'équité est un principe auquel fait attention chaque juge en face d'un accusé. C'est un droit fondamental de l'accusé. Donc l'équité est simplement quelque chose que doit garantir chaque juge. Mais l'établissement de la vérité qui revient au juge, eh bien, où les juges vont-ils chercher la vérité? Comment? Par les procédures qui existent, les juges parviennent-ils à la vérité? Ce qui peut arriver de pire à un juge, c'est de commettre une erreur à l'issue d'un procès. Et les juges sont plus préoccupés par les éléments de preuve et quelle partie des éléments de preuve peuvent être rassemblés pour parvenir à la vérité au cours d'un procès. Et pour terminer ce que j'ai à dire, n'y a-t-il pas une contradiction entre le droit romano-germanique et le droit et la common law? À savoir comment peut-on ériger un système universel tout en tenant compte des éléments de différents systèmes pour arriver à quelque chose qui peut être accepté par tout un chacun. Car si nous regardons comment les choses sont organisées au TPY, il ne s'agit pas d'un système qui en engloutit un autre ou de différents autres systèmes. Par exemple, le système du common law qui s'impose. Je crois, monsieur le juge, vous avez parlé d'un modèle dominant qui est celui de la common law. Alors,
comment allons-nous maintenant mettre sur pied un système de droit universel avec une procédure qui soit acceptable et qui puisse être comprise par tous? Je crois que c'est la mission qui est la nôtre en tant que juge. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Madame Jean Van den Weingart souhaitait dire quelque chose. Je vous remercie. Alors, deux questions que je souhaite aborder, reprendre. Une question qui a été présentée par mon collègue du Sierra Leone. Je crois que l'établissement de la vérité et la manière dont les juges ressentent cela est une question métaphysique. Je travaillais au TPY, je travaille maintenant à la CPI, j'ai travaillé avec différents collègues, différents juges et des avocats qui viennent de système common law ou du droit romano-germanique en tant que tel. Je crois que le juge de la common law a une attitude plus détachée par rapport à l'affaire en question. Et si l'accusation n'a pas pu montrer les éléments de preuve et les démontrer, voilà, l'affaire se termine là. Le juge ne doit pas aller au-delà de ça, doit examiner les éléments de preuve présentés par l'accusation et c'est tout. Alors qu'un avocat, un juge qui vient du système romano-germanique estime qu'il a le devoir moral d'aller au-delà des éléments qui ont été présentés pour donner un sens à tous les éléments de preuve qui ont été présentés, même si l'accusation n'a pas donné sens à tous ces éléments. Et donc, l'attitude est tout à fait différente. Elle est même métaphysique, je dirais, qui pourrait donner lieu à des débats entre les juges qui viennent de systèmes juridiques différents, même s'ils font partie d'une même chambre. Je ne suis pas dans la position de M. le juge Rabissa qui est maintenant universitaire. J'étais universitaire auparavant, maintenant je suis juge et je dois tenir compte de questions déontologiques. Nous avons parlé de la participation des victimes. J'ai travaillé pour le TPY pour 6 ans. Ça fait 2 ans maintenant que je travaille pour la CPI. Un nouveau système complètement différent a été appliqué à la CPI. Et la question est de savoir si le système a vraiment un sens pour les victimes. Car le système de la CPI s'inspire du manquement de TPY parce que la TPY aurait été à l'origine d'une deuxième victimisation en raison des problèmes rencontrés par les victimes. Le contre-interrogatoire est souvent proposé comme exemple de cette deuxième victimisation de ces personnes. Et donc, il faudrait permettre aux victimes de participer à ces procès et de leur donner une compensation. Et c'est la question qui a été évoquée par le juge Horry. Ceci doit avoir un sens. Et si cela n'a pas de sens, est-ce que pourrait ne pas donner lieu éventuellement à une deuxième forme de victimisation et le TPY pourrait être reconnu coupable de cela une fois que tous les procès seront terminés. Il est clair cependant que la participation des victimes a un prix très élevé car il y a le coût de traitement des demandes, la participation des victimes, les requêtes présentées au cours du procès. Donc, ceci aurait certaines conséquences. Ceci rallongerait la durée des procès. Et donc, c'est quelque chose dont il faut tenir compte aussi. Donc, sur ce point-là, je recommanderais au juge Robinson la chose suivante. La réparation et la compensation des victimes devraient être garanties. Et je crois que votre proposition, celle que vous avez faite il y a 2 jours, permet véritablement d'apporter un complément fort utile déjà aux travaux du TPY. Je vous remercie beaucoup. Donc, la victimisation au 3e degré. Monsieur le professeur Kress. Oui. Moi, comme j'ai parlé de la question des victimes,
une ou deux réflexions. Je crois que nous serons d'accord dans cette pièce sur le principe que vous avez évoqué. Encore une fois, il s'agit d'une tendance générale en matière de procédure pénale, en quelque sorte. Il s'agit d'entendre davantage la voix des victimes, non seulement par rapport à la réparation, la compensation, mais par rapport au procès eux-mêmes. Et le seul problème se situe en deçà d'un principe abstrait. Comment ceci peut-il fonctionner? Et à cet égard, comment cela peut-il fonctionner véritablement dans le cadre de la justice internationale, pénale internationale? Je vais laisser de côté la question de la réparation, de la compensation, même si c'est une question fort intéressante. Et nous pouvons déjà commencer à réfléchir à ce qui s'est passé à la CPI au paragraphe 1. L'article 75 où on a demandé au juge d'adopter les principes sur la compensation des victimes. L'issue de ce débat sera essentielle, quelque chose qu'il est difficile de prévoir aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'avancées sur le sujet. Et pour ce qui est de la participation en tant que telle des victimes, il ne s'agissait absolument pas d'une décision qui n'a pas fait l'objet de controverses, à savoir de faire entendre davantage les victimes dans les procès de ces pays. Beaucoup d'États se sont exprimés sur la question, enjoignant la prudence et de suivre l'héritage de TPY sur ce point. La communauté internationale a pris position. Et je crois que une fois que ceci a été clairement précisé, il faut faire un effort pour donner un sens à ces dispositions. Mais je souhaite que ceci soit fait dans un esprit d'équité envers la Cour pénale internationale. Et ce que j'entends, et j'ai entendu ceci à plusieurs reprises déjà, des critiques contre la CPI, le procès Lubanga n'est pas terminé encore. De vives critiques ont été faites à l'égard de la CPI. Donc, si vous voulez apprécier la longueur des procédures à la CPI aujourd'hui, je crois qu'il faut retenir ce que vient de dire Madame le juge Weingart. Bien sûr que ceci va rallonger les procès, mais la situation est plus difficile aujourd'hui, car chaque décision portant sur les victimes pose une nouvelle question et les juges doivent en quelque sorte étayer les principes qui ont fait l'objet d'accords entre les États qui ont fait des compromis, même si à un moment donné la jurisprudence de la CPI sera établie sur la question des victimes, il y aura néanmoins un prix à payer, à savoir si les différentes communautés seront d'accord pour appuyer la CPI sur cette question-là, même si les procès ont cette entrave particulière. Ce qui ne serait pas juste, c'est de faire porter cette charge sur les juges de la Chambre. Néanmoins, lorsqu'il y aura des conséquences, de critiquer cette institution parce que les procès sont plus longs. Je crois que ce processus devrait être apprécié sans qu'il y ait de parti pris pour un système qui respecte le contradictoire ou un système inquisitoire. Je crois qu'il faudrait laisser cela de côté, qu'il ne doit pas y avoir de parti pris sur cette question-là et véritablement comprendre comment la participation des victimes se fera. Elle ne sera pas directe, elle se fera par des représentants juridiques. La formation de groupes de victimes sera constituée. Qu'est-ce que cela signifie pour les victimes elles-mêmes? Nous disposons pas de ces données aujourd'hui. Pour être honnête, nous ne pouvons que nous livrer à des conjectures et j'encouragerai la CPI à faire ce genre de recherche. Et le moment venu, il faudra réévaluer, apprécier ceci à nouveau, savoir si les choix qui ont été faits pour de bonnes raisons à l'époque, si ceci a été la bonne façon d'aller de l'avant. Merci beaucoup, la juge McDonald et ensuite les autres intervenants. Un livre a été mentionné qui parle
en fait, qui étudie la victimisation secondaire et des procès de femmes ayant été victimes de violences sexuelles en ex-Yougoslavie. Le titre est Gender Shame and Sexual Violence par Sarah Chariz. C'est une étude à très grande échelle de ces événements, mais peut-être que cela pourra constituer une référence intéressante. Merci. C'est Sarah Charles. Alors, la recherche empirique a été mise en avant. Et dans mon groupe, j'ai fait une recherche à grande échelle sur l'ex-Yougoslavie, notamment à Sarajevo, ainsi que sur les conséquences d'une déposition devant le TPI-Y et ou le tribunal des crimes de guerre à Sarajevo, déposition de femmes qui témoignaient au sujet de telles violences qu'elles avaient subies. J'avais un échantillon d'une soixantaine d'entre elles et la plupart d'entre elles ne disaient pas avoir été traumatisées par leur déposition en elles-mêmes. Elles ne trouvaient pas cela traumatisant, mais difficile, ce qui n'est pas la même chose en psychologie qu'elles trouvaient cela donc difficile, mais non pas traumatisant. À une exception près, elles ont toutes déclaré qu'elles déposeraient à nouveau si on le leur demandait. Donc le discours sur les victimes et la déposition des victimes doit changer parce que de très nombreuses victimes et témoins victimes sont disposés à témoigner. Alors, vous parlez de la différence entre un tribunal ou une juridiction de droit romano-germanique ou de common law, mais lorsqu'on a affaire à des victimes de violences et de violences sexuelles, eh bien, le juge MacDonald et ses collègues ont été des pionniers dans l'introduction de l'article 60 et ceci n'a pas encore été repris par la CPI. À mon avis, c'est une honte parce que dans ces cas particuliers, le contre-interrogatoire a tendance à discréditer à ce point les témoins et à être tellement éprouvant pour eux qu'il devient extrêmement difficile d'évaluer lequel des deux systèmes pourrait être meilleur d'un point de vue général. C'est de façon très spécifique qu'il convient d'examiner la façon dont la procédure est appliquée pour s'en rendre compte. Troisièmement, dans ma compréhension des choses, et je ne souhaite absolument pas être condescendante, je souhaite simplement être clair, mais les cours, les tribunaux étaient conçus pour les victimes, pour le bénéfice des victimes. Et je crois que parfois, nous avons tendance à l'oublier. La meilleure preuve en est, c'est que nous n'avons pas de victimes parmi nous. Donc, excusez-moi, mais la réalité apparaît sous un jour différent pour moi. Alors, excusez-moi, je voudrais juste comprendre, vous avez fait une recherche et vous êtes l'auteur du livre auquel la juge vient de citer. Non, en fait, je l'ai rémunéré pour qu'elle fasse cette annonce. Donc, vous dites que votre recherche, qui figure dans votre ouvrage, ne confirme pas cette notion de traumatisme secondaire de la victime. Non, non. Encore une fois, je m'exprime en qualité de psychologue. Il est commun, il est courant de dire que les gens trouvent cela traumatisant. Mais moi, j'ai vu tellement d'hommes pleurer dans le prétoire pendant qu'ils déposaient concernant les événements qu'ils avaient vécus, parce que c'est extrêmement difficile de déposer, et souvent ce qui rend cela encore plus difficile dans certains cas, c'est que on voit les femmes, ou on les conçoit comme étant plus vulnérables, ce qui n'est pas forcément le cas, et aussi parce que les normes sont si exigeantes en matière de violence sexuelle que effectivement les témoins trouvent cela extrêmement difficile. Mais de là à parler de traumatisme, il faut être prudent. Alors dites-nous où l'on peut trouver votre ouvrage.
Mon ouvrage a été publié au mois d'octobre et le titre est Sexual Violence, violence sexuelle, non, genre, violence sexuelle et honte. J'ai aussi interviewé de nombreux juges et intervenant dans le prétoire concernant leur vécu et leur expérience des affaires de viol. Il n'y a pas toujours eu beaucoup d'attention qui a été prêtée à cela parce que souvent des juges se sont avérés avoir de très nombreux stéréotypes concernant les femmes victimes de violences sexuelles. Alors, Madame l'ambassadeur, alors, je vous remercie. Mon propre parcours est plutôt celui des relations internationales. Je suis très laïque en matière de droit international. Alors, pour commencer, je voudrais revenir sur la question des procès par contumace. J'imagine que si le tribunal avait pu agir selon cette modalité, cela aurait soulagé la charge de certains des États qui ont l'obligation de transférer les accusés. Mais je me demande s'il y avait peut-être une différence d'approche entre ceux qui étaient de tradition civiliste et ceux qui étaient plutôt issus de la common law quant au transfèrement des accusés, mais également quant à la pression qui est subie par les États concernés dans le domaine. Deuxièmement, je voudrais revenir sur la différence entre les deux systèmes concernant le prononcé de la peine. Et pour ce qui est de la question de l'équité, comment envisage-t-on la libération anticipée, sa pertinence, son caractère adéquat? Comment les populations locales envisagent-elles cela et le vivent-elles? Un accusé qui apparaît avoir eu un bon comportement, on peut imaginer qu'il est simplement souhaité pouvoir bénéficier d'une libération anticipée. A-t-il vraiment entamé un processus de réhabilitation à proprement parler? Pour autant, donc comme je disais, mon parcours est plutôt celui de quelqu'un qui a étudié les relations internationales, donc c'est la paix et la sécurité qui me préoccupent avant tout. Comment les deux systèmes envisagent-ils ces différentes questions? Merci. Eh bien, je ne sais pas si le juge Horry a peut-être quelque chose à dire ainsi que d'autres juges sur ces questions, mais vous venez de mettre en avant la difficulté première, les difficultés premières qui sont attachées à la libération anticipée, le fait de permettre le retour d'un accusé dans son environnement d'origine. Nous recevons de nombreuses plaintes des victimes à ce sujet concernant une libération trop précoce des accusés concernés. D'un autre côté, la pratique veut qu'après avoir purgé les 2/3 de sa peine, il soit possible de soumettre une requête en ce sens. Et là se pose la question de savoir s'il y a eu réhabilitation du condamné, si ce dernier a exprimé des remords, et si tout cela est attesté de façon suffisante. Alors je ne sais pas si le juge Horry a quelque chose à dire. J'aurais beaucoup à dire parce que vous recevez généralement un rapport très détaillé de la part des autorités pénitentiaires. Mais pour commencer, la libération anticipée dans de très nombreux systèmes différents est abordée de très nombreuses façons différentes, elles aussi. Je sais que dans certains pays, c'est après avoir purgé seulement 20% de la durée de la peine que vous pouvez soumettre une requête. Ailleurs, c'est 2/3. Ailleurs encore, c'est 50% de la durée de la peine. En tout cas, il importe... Il y a une distinction qui est faite entre les détenus
locaux et les détenus étrangers. Il est généralement reconnu qu'il y a une différence entre les situations où vous êtes dans une prison avec des personnes appartenant à votre groupe national ou ethnique, où vous recevez la nourriture dont vous êtes familier, vous pouvez parler avec vos co-détenus, et les situations plus mixtes, la situation des détenus étrangers ou internationaux. Dans le système qui est le nôtre, il est prévu qu'après avoir purgé 2/3 de sa peine, vous ayez des chances raisonnables de bénéficier d'une libération anticipée. Mais nous ne voulons pas que les gens se comportent mieux, les condamnés se comportent mieux parce qu'ils veulent bénéficier d'une libération anticipée. C'est la même chose qu'avec des enfants. Nous voulons qu'ils se comportent bien parce qu'ils auront décidé qu'ils voulaient être de bonnes personnes. Et je dois vous dire que je ne sais pas exactement comment aborder la question, que ce soit avec mes enfants ou avec des condamnés. Vous avez parlé des procès par contumace et je voudrais vous répondre très brièvement. Nous avons peut-être gagné quelque chose à terme en montrant à la communauté internationale que nous y travaillions, que nous faisions quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle nous avons été mis en place, parce que la communauté internationale a décidé qu'il n'était pas possible de ne rien faire. Mais à long terme, je crois qu'il serait regrettable de procéder ainsi, parce que les procès par contumace ne seraient pas considérés comme légitimes. Ce n'est pas la même chose d'avoir un procès par contumace et un procès in absentia. Si, même aux États-Unis d'ailleurs, vous rencontrez des difficultés dans un procès in absentia, modalité qui y est autorisée, c'est fait dans des conditions très précises. C'est lorsque l'accusé comparaît, mais ensuite renonce aux droits qui sont les siens et n'est plus présent. Alors, je crois qu'avec la libération anticipée, vous avez soulevé une question très importante. Et il s'agit d'une terra incognita dans une très large mesure. En tout cas, dans les rapports entre le TPY et les autorités nationales, il peut y avoir des variations dans les règles. Et c'est là un domaine où le conflit est tout à fait possible. En pratique, cela est résolu d'une façon ou d'une autre, mais le problème est là. Maintenant, plus au fond, je crois que la question qui est encore plus importante et fascinante, c'est celle de savoir ce qu'il advient de la personne condamnée une fois que cette peine de la justice internationale est appliquée. Alors, nous n'avons pas d'instance internationale comme Spandau par exemple dans le cadre ou après le tribunal militaire de Nuremberg. Donc tout ceci dépend de la bonne volonté d'un État d'appliquer la peine. Vous allez me corriger si je me trompe, mais pour le TPY à l'échelon international, je ne crois pas qu'on s'en soit encore arrivé à des lignes directrices valables internationalement et qui auraient à être appliquées par les États concernés, leur indiquant la façon de répondre aux besoins spécifiques qui apparaissent lorsque un tel détenu est transféré dans un système pénitentiaire donné, avant d'être ensuite renvoyé dans son pays d'origine. Alors, je suppose que de telles lignes directrices n'ont pas encore été rédigées, mais ce n'est pas quelque chose que l'on peut reprocher aux spécialistes de droit pénal international, parce que les choses ont énormément évolué et avancé. Nous sommes partie de ce qui était notre point de départ, et puis nous nous sommes concentrés sur des questions telles que la phase préliminaire du procès et d'autres qui étaient à ce moment-là très importantes. Mais à mon sens, il y a un besoin réel de monographie et de traités
qui porterait sur l'application de peines internationales. Et ce, au fond. Alors, je crois que là, nous avons affaire à l'une des distinctions les plus profondes en droit pénal, parce qu'elle a de très nombreuses conséquences dont nous ne sommes pas toujours conscients. Par exemple, la pertinence dans l'admission des éléments de preuve. C'est quelque chose qui change beaucoup selon que l'on considère l'élément de preuve pertinent du point de vue de l'interdiction qui s'applique au comportement prohibé ou pertinent au regard de l'ensemble des circonstances qui doivent être envisagées en vue de prononcer une peine à terme. Cela concerne également la distribution des pouvoirs. Le principe de l'égalité aussi est extrêmement lié à la détermination de la peine. Dans ce domaine, il y a une idée récurrente qui est celle que là, nous avons affaire à un pouvoir qui est essentiellement, qui appartient essentiellement au judiciaire, dans l'idée d'une séparation des pouvoirs. Et dans le cadre de cette idée de séparation, lorsque vous êtes un citoyen bénéficiant de tous ces droits, y compris celui à la présomption d'innocence, eh bien, si vous partez de cet état et que vous arrivez à la situation où vous avez été reconnu coupable, eh bien, vous entrez dans un domaine entièrement différent, où vous n'êtes plus couvert par ce type de mécanisme de protection. Donc je crois qu'il est très important de garder à l'esprit qu'il s'agit là d'une distinction fondamentale. Je suis juge d'une chambre du STL, tribunal spécial pour le Liban, et je voudrais commenter brièvement ces discussions très intéressantes. Je suis donc David Ray. Alors, concernant les procès par contumace et in absentia, une des différences entre le droit romano-germanique et le common law, c'est la notion de précédent. Alors, dans sa forme la plus simple, la décision rendue par un juge d'une cour suprême est contraignante pour toutes les instances judiciaires situées hiérarchiquement à un niveau inférieur. Alors, je crois que dans l'affaire Alexovski en appel, le TPY a décidé que les décisions précédentes étaient contraignantes en appel pour les chambres de première instance, et c'était une étape très importante. Deuxièmement, il y a la question de la totalité. Alors, souvent, lorsqu'on met l'accent sur les grands systèmes juridiques, je crois qu'il y a environ 80 pays qui sont de common law et une vingtaine de droit romano-germanique, je crois que souvent, il y a un malentendu quant à la globalité, quant à la situation dans son ensemble, et que les différences serait peut-être moins importante si l'on se rendait compte que les affaires au pénal représentent un pourcentage très faible dans tout système juridique. Peut-être 5%. Il a été question des États-Unis, mais les règlements de procédure et de preuve ne s'appliquent pas dans la plupart des affaires au pénal, et même dans les instances supérieures, tout est fait par déclaration avec contre-interrogatoire optionnel. Les éléments de preuve doivent être pertinents et probants en tous les cas. Donc les différences ne sont pas toujours aussi importantes qu'on l'imagine.
Je travaille au sein d'un tribunal où ceci est une préoccupation très actuelle. Je ne peux pas m'exprimer concernant les États-Unis, mais lorsque les gens parlent du common law, ils le font généralement pour se pencher sur les infractions pénales les plus graves. Mais dans le système du common law, il y a de nombreux procès in absentia dans des affaires qui ne sont pas nécessairement de graves affaires au pénal. De très nombreuses affaires pour des délits mineurs. Et la personne, l'auteur, ne sera pas présente dans ce cadre-là à partir du moment où elle a reçu une notification. Alors je reconnais entièrement ce que disait le juge McDonald, mais si l'on prend une vision d'ensemble, il n'y a pas autant de différence que ce que l'on pourrait croire en prenant une approche un peu plus superficielle. Je ne suis pas en train de suggérer qu'il y ait eu quoi que ce soit de superficiel dans la façon dont les choses ont été envisagées. Puis-je me présenter? Je viens de l'ambassade de Zambie à Bruxelles. Je ne vais pas contester le système hybride. Et je suis satisfait des modifications qui ont été apportées. Le seul point que je souhaite aborder, sur la campagne menée pour la réparation des victimes. Je souhaite savoir si au sein du jugement ou dans le règlement, une disposition pourrait être intégrée qui permettrait au bien des auteurs de ces crimes d'être réquisitionnés, ou en tout cas que ces biens puissent être transmis aux victimes par le biais du tribunal ou des juges. Je ne sais pas comment ceci peut fonctionner. Merci. Le Président, nous avons une disposition de ce type dans notre statut et notre règlement de procédure de preuve, la restitution. Y a-t-il d'autres questions? Je m'appelle Mia Swart de l'Université d'Afrique du Sud. Je souhaite remercier M. le juge Robinson pour avoir parlé de la modification du règlement et comment ceci pourrait être conçu comme quelque chose de difficile qui n'a pas toujours été repris par ceux qui ont commenté les travaux du TPY. Je viens d'un contexte allemand. Le principe de l'équité est très important. Le règlement doit être très clair et très précis. Et je souhaite avoir votre avis sur la question. Je suis ravie d'entendre que les victimes ont été abordées comme elles l'ont été aujourd'hui. Je pense que ces procès sont de toute façon très coûteux, et c'est de façon indue, donc je pense qu'il est particulièrement important pour les victimes. Veuillez répéter la dernière partie de ce que vous avez dit, s'il vous plaît. Non, c'est plutôt un commentaire, la dernière partie, à savoir que j'ai repris ce qu'a dit le juge Henry. Les procès sont très longs. Peut-être que ceci me rallongerait d'autant les procès en cours. Je crois de toute façon que les procès internationaux sont très coûteux, voire tellement coûteux et tellement long, donc nous pourrions le prolonger un tout petit peu. Ceci serait dans l'intérêt des victimes. Ce serait, à mon sens, une très bonne chose que les tribunaux tiennent véritablement compte des droits des victimes et qui ne se cachent pas derrière des dépenses trop importantes et trop lourdes. Il est très important de tenir compte des droits des victimes et des compensations de ces victimes. Monsieur Bello,
j'apprends beaucoup de choses aujourd'hui. Je suis heureux d'entendre parler des succès réalisés par le TPY. Et une chose qui me préoccupe néanmoins, c'est que il s'agit non seulement de rendre la justice, mais de contribuer à la paix également. Et dans quelle mesure, après avoir mis en accusation 161 personnes, dans quelle mesure ceci permet de contribuer à la paix dans la région? Je vis à Belgrade, je vois que les Serbes considèrent qu'ils sont encore punis en raison de Milosevic. J'ai vu hier, j'ai entendu une présentation faite par un représentant de gouvernements et d'organisations non gouvernementales qui ont montré que les pressions ont été très fortes et pour que ces accusés soient remis à la justice. Oui, mais dans quelle mesure y a-t-il une reconnaissance, à savoir que les gouvernements en place, si on pense au président Tadic, lui et bon nombre de ses collaborateurs ont combattu Milosevic depuis 1990. Souvenez-vous, il est tombé en octobre 2000. Il y a eu des pressions de la communauté internationale, mais il y avait des mouvements sociaux également dans le pays. Et la Serbie aujourd'hui a un taux de chômage de 22%. Parmi les jeunes, ce taux de chômage est sans doute à 30% ou plus. La situation au plan politique est extrêmement difficile. Et je me souviens du jour où Mladic a été arrêté. Le CNN a dit ce que c'est bien. Il a été arrêté. Pourquoi a-t-il fallu 16 ans pour le faire arrêter? Comme s'il y avait eu une mauvaise volonté de la part du gouvernement. Alors que ce qui a véritablement eu lieu était une lutte sur le plan politique et entre les institutions parce que la Serbie est un pays vaincu et Mladic était un héros et non pas un criminel. Et je souhaite simplement parler de ces questions parce qu'il s'agit de points complexes et je suis très heureux d'entendre parler du succès du TPY. C'est une très bonne chose, mais la question qui se pose comme toujours, eh bien, c'est celle des droits de l'homme. Il s'agit ceci a été érigé en principe. Vous vous souviendrez de la Turquie qui a été contrainte à abolir la peine capitale pour tenter de devenir membre de l'Union européenne. Alors, si nous regardons les droits de l'homme et les statistiques relatives à ces droits de l'homme, il y a en fait aux États-Unis 66%, en termes de statistiques, 66% des pays dans d'autres pays qui appliquent encore la peine de mort. Et il y a en 1999, Belgrade a été bombardée pendant 70 jours entre mars et le mois de mai. Donc, je suis simplement en train d'essayer de vous présenter certains chiffres. Il est bien sûr plus aisé d'avoir un tribunal qui fonctionne contre des pays qui ont été vaincus et qui n'ont pas véritablement de pouvoir. Alors, ce qui est intéressant au niveau de ces procédures pénales internationales, c'est lorsque les pays puissants, en réalité, peuvent être traduits en justice. Le bombardement de la population civile, que ce soit en Asie ou en Europe, eh bien, ceci sont des choses qui sont arrivées par le passé également. Personne n'a été sanctionné. Donc, il s'agit d'un précédent, à mon sens. Je suis très heureux qu'il y ait eu la création du TPY. Je souhaite que ceci s'applique également aux pays puissants. Je suis tout à fait d'accord avec ce sentiment que vous avez exprimé, à savoir que les pays puissants ont été absents et doivent être tenus responsables autant que les autres. Je crois que nous pouvons entendre une dernière question.
Angus Callan du bureau du procureur du tribunal de Bosnie-Herzégovine. Je souhaite ajouter quelque chose qui a parlé sur la recherche sur les crimes à caractère sexuel. Moi, je m'occupe pas d'affaires de crimes à caractère sexuel, mais en cas d'exécution en masse, les problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est la déposition des témoins et le refus de déposer des témoins parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils sont fatigués. Et très souvent, les témoins sont menacés. Il s'agit là de questions qui sont toujours des questions d'actualité et qui ont lieu tous les jours en Bosnie. Je pense qu'il était important pour moi de le dire, que chacun s'en souvienne. Donc, vous n'êtes pas d'accord? Je ne peux pas parler des crimes à caractère sexuel, je ne peux pas parce que ce ne sont pas des affaires que je traite, mais ce que je peux dire, c'est que dans les cas que je traite des cas d'exécution en masse et les victimes refusent de venir témoigner pour un certain nombre de raisons, y compris le fait qu'elles ne souhaitent pas revivre cette expérience-là. Les victimes ont peur en raison des personnes qui vivent dans leur communauté, qui vivent près de chez elles. Et j'en parle avec des collègues d'autres juridictions où ces personnes sont poursuivies et ils ont les mêmes difficultés que les miennes lorsque ces personnes viennent en Bosnie ou les membres de la diaspora qui vivent à l'étranger. Je ne sais pas si vous avez véritablement contredit ce qui a été dit. Non, je n'ai pas dit que j'étais en train de contredire. J'ajoutais simplement quelque chose. Ce qui a été dit, c'est que nous parlons des procès et du fait que de la victimisation, je ne parlais pas, il ne s'agit pas d'une contradiction, j'ajoutais simplement quelque chose. Une dernière question. Hansen Hutter, je souhaite ajouter quelque chose. Un deuxième ajout à la question de viol. Il y a quelques années, je présidais la commission de Ratlins. Nous avons eu de nombreux cas de viol et dans un contexte africain, l'impression que nous avions eu, il était très difficile de trouver des victimes qui parlent de viol, car que si vous témoignez là-dessus, la société vous met à l'écart. Et nous avons maintenant mis en place une commission et une femme qui a donné naissance à un bébé a refusé d'admettre qu'il y avait eu un viol. Je souhaite répondre à cela parce que c'est le président du tribunal pour lequel je travaille. Cette question a été évoquée. C'est un tribunal chargé des contentieux. Je sais m'exprimer rapidement. Lorsque je travaillais au TPY, j'ai confirmé un certain nombre d'actes d'accusation. Et très souvent, j'entendais l'accusation me dire qu'elle avait des difficultés à faire venir les personnes qui avaient été victimes de viol. Et c'est la raison pour laquelle le viol n'a pas figuré en tant que chef d'accusation dans l'acte d'accusation. Ce que j'ai constaté, c'est que dans plusieurs cas, en réalité, dans le dossier même, il y avait des déclarations sous serment de femmes qui étaient disposées à venir témoigner sur ce qui leur était arrivé. Et donc, je crois que c'est l'attitude des enquêteurs qui était en jeu. C'était essentiellement des hommes. Je crois que l'attitude a changé depuis. Et ceci n'est pas une excuse. Il faut, en tout cas, aborder les victimes comme il se doit. Et il faut mener ces enquêtes avec des personnes qui sont sensibles à la question. Et le problème n'est pas aussi insurmontable que de temps le disent. Je souhaite vous remercier tous d'avoir participé à ce débat. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant comme je l'ai trouvé intéressant moi-même. Nous pourrions poursuivre, mais vous aviez 1 heure pour poser votre question et la table ronde a accompli son travail. Je vous remercie beaucoup.